Avant de décrire les roches-mères et d'identifier les techniques qui permettent de les caractériser, il est important de resituer le contexte de l'étude. Les roches-mères font partie des réservoirs dits non conventionnels. Ce sont des roches qui sont capables de produire et de stocker des hydrocarbures qu'elles ont elles-mêmes générés ou qui proviennent d'une source extérieure. Le terme non conventionnel s'oppose au terme conventionnel qui décrit des roches capables de stocker des hydrocarbures, comme par exemple les carbonates microporeux. D'après la carte de répartition mondiale des roches-mères, visible en haut gauche de la diapositive, ces formations sont présentes sur l'ensemble des continents à travers le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs décennies, dans les pays tels que le Canada, la Chine, l'Inde et les États-Unis, il y a une augmentation majeure de la production d'hydrocarbures non conventionnels. Ces roches sont principalement connues pour les hydrocarbures qu'elles contiennent, mais elles le sont moins pour leur capacité de stockage. Si on compare la carte de répartition mondiale des roches-mères avec la carte des principaux sites de rétention de dioxyde de carbone, on observe une bonne corrélation entre ces deux cartographies. En effet, les roches-mères possèdent une capacité de stockage de dioxyde de carbone estimée à l'heure actuelle à 740 gigatonnes de CO2, ce qui représente 20 ans de production. La capacité de rétention des roches-mères est due au phénomène de physisorption qui permet l'absorption de 20 à 85% du gaz contenu dans les roches dans la porosité organique. Les roches-mères, dont vous avez une représentation en bas à gauche de la diapositive, sont constituées de 3 phases distinctes. Tout d'abord, les minéraux, essentiellement des silicates, des carbonates et une phase accessoire, la pyrite, vont être caractérisés par diffraction des rayons X et par microscopie électronique à balayage couplée à de la spectrométrie à dispersion d'énergie. La seconde phase, la matière organique, est issue de l'assemblage de molécules simples telles que le dioxyde de carbone et le méthane et provient de la dégradation et de la décomposition de molécules organiques comme par exemple des glucides et des lipides. La matière organique est composée de 4 phases distinctes, le kérogène, le bitume, le pyrobitume et l'huile et les gaz en place. 3 paramètres sont classiquement utilisés pour caractériser la matière organique. Tout d'abord, la teneur en carbone organique totale des échantillons, autrement dit la teneur en matière organique. Le type de kérogène, type 1, type 2 ou type 3, qui dépend de l'environnement de dépôt, de l'apport en sédiments marins et de la teneur en hydrogène et en oxygène de la matière organique. Et enfin, le dernier paramètre, le degré de maturité du kérogène, qui est relatif à la distance d'enfouissement et au gradient géothermique auquel il a été exposé. Le degré de maturité varie de immature, où très peu d'hydrocarbures sont libérés, à très mature, où toute l'huile et le gaz en place sont issus du craquage thermique du kérogène. Les roches-mères peuvent être alors caractérisées par pyrolyse Roqueval afin de déterminer ces 3 différents paramètres. Pour ce qui est du type et du degré de maturité du kérogène, les données de pyrolyse Roqueval peuvent être représentées dans un diagramme index d'hydrogène en fonction de Tmax. L'index d'hydrogène correspond à la quantité d'hydrocarbures libres dans l'échantillon divisé par la teneur en matière organique de l'échantillon. Le paramètre Tmax correspond à la température maximale à partir de laquelle le kérogène ne génère plus d'hydrocarbures. La troisième phase présente dans les roches-mères est l'espace poreux. Cet espace peut être schématisé dans la roche-mère à partir de la figure en haut à droite de la diapositive et dépend de 3 ordres de grandeur. Tout d'abord, les macropores, qui ont une taille supérieure à 50 nanomètres, ils vont être localisés au niveau du contact entre les kérogènes et les minéraux. Puis, les mésopores, avec une taille comprise entre 50 et 2 nanomètres, vont être situés principalement
dans le kérogène et dans les minéraux. Et enfin, les micropores, qui ont une taille inférieure à 2 nanomètres, vont se situer dans le kérogène et dans l'espace interfoliaire des minéraux argileux. Il est à noter que la taille des pores organiques est aussi fonction du degré de maturité du kérogène. Afin de caractériser l'espace poreux sur une large gamme de tailles, 3 types de techniques différentes peuvent être utilisées et sont représentées en bas de la diapositive. Tout d'abord, les techniques marquées en rouge, ce sont les techniques d'observation directe qui vont permettre d'imager l'espace poreux en 2 et 3 dimensions, principalement des macropores et des mésopores. Les techniques marquées en bleu correspondent aux méthodes d'intrusion de fluide. Elles vont permettre de sonder l'espace poreux sur une large gamme de tailles à l'aide d'une molécule. Ces techniques vont alors apporter une information sur la porosité accessible à la molécule choisie. Enfin, en noir, les techniques qui permettent de sonder l'espace de Fourier et obtenir des informations sur la porosité totale des échantillons. Jusqu'à présent, aucune de ces techniques ne permet d'estimer la porosité organique, qui est pourtant issue de la genèse des hydrocarbures et possède une capacité de rétention importante. De plus, malgré la possibilité d'imager en 2 et 3 dimensions les macropores et les mésopores, très peu d'études dans la littérature renseignent sur la connectivité de l'espace poreux ou des domaines organiques aux échelles observées. À partir de ces différentes observations et limitations, 2 grands objectifs ont été fixés. Tout d'abord, analyser la géométrie des structures présentes dans les échantillons pour comprendre les propriétés d'écoulement de fluide dans les roches-mères. Pour cela, des techniques d'imagerie vont permettre d'obtenir la distribution des domaines organiques en 3 dimensions et permettre de définir leur connectivité. Le second objectif est de déterminer des propriétés pétrophysiques à partir d'une approche multitechnique. Pour cela, les méthodes de diffusion aux petits angles vont être employées afin d'obtenir des informations sur la porosité organique des échantillons. 3 principaux paramètres sont à déterminer. Tout d'abord, la distribution en taille des pores, leur fraction volumique, ainsi que la nature du fluide que contient cet espace. Afin de répondre à ces différents objectifs, les échantillons sélectionnés ont fait l'objet d'une caractérisation géochimique classique afin d'établir la quantité de minéraux et la teneur en matière organique des échantillons, ainsi que de définir le type et le degré de maturité du kérogène. Au cours de cette étape, un volume où la distribution des phases est homogène a été déterminé et fixé pour un volume de 200 par 200 par 140 microns. Au cours de cette présentation, la notion de représentativité ne sera pas plus détaillée. Par la suite, les échantillons ont été analysés par nanotomographie afin d'obtenir des reconstructions en 3 dimensions des domaines organiques. Ces reconstructions ont fait ensuite l'objet d'une analyse topologique pour établir la connectivité des domaines. Enfin, des mesures de diffusion aux petits angles ont été effectuées afin d'obtenir des informations sur la porosité organique. Au cours de mes travaux de recherche, j'ai utilisé 5 échantillons. 4 proviennent de la formation Barnett Shale Play au Texas. Ils sont référencés de BSP2 à BSP5 et ont été prélevés à une distance de 1120 à 1140 mètres de profondeur. Le 5e échantillon, quant à lui, provient de la formation Montney au Canada. Il est référencé MT1 et a été prélevé à 2560 mètres de profondeur. Toutes les roches-mères de cette étude sont riches en minéraux silicatés, avec une teneur comprise entre 60 et 90% de leur volume, et riches en matière organique, avec une teneur qui varie de 4,5 à 9% massique.
L'ensemble des roches-mères possèdent un kérogène de type 2 et ont été sélectionnés afin de former une séquence de maturité croissante allant de l'échantillon BSP2 qui est mature à l'échantillon MT1 qui est très mature. Dans ces roches, les macropores vont être rencontrés principalement au niveau de fractures et du contact entre les minéraux et la matière organique. Pour ce qui est des mésopores, ils sont principalement localisés dans la matière organique. En haut de la diapositive, vous pouvez voir 4 images issues d'observations effectuées en microscopie. L'image en haut à gauche a été acquise lors de mesures en microscanner avec un champ de vue de 2 mm. Les 3 autres images proviennent d'observations effectuées en microscopie électronique à balayage à émission de champ. L'ensemble de ces images permet d'illustrer la complexité et l'hétérogénéité des roches-mères à différentes échelles. Elles permettent aussi de renseigner sur la présence d'un litage associé à l'orientation préférentielle des minéraux lamellaires tels que les micas et les ilites. Pour ce qui est de la caractérisation de la phase minéralogique et de la phase organique, elles ont été effectuées par pyrolyse Roqueval et par diffraction des rayons X couplés à la méthode d'ajustement de Rietveld. Après avoir détaillé les échantillons, nous allons nous focaliser sur les expériences de nanotomographie. Les mesures de nanotomographie ont été effectuées sur 2 microscopes X à transmission, celui de la ligne ID16B à l'ESRF de Grenoble et celui de la ligne Anatomix au synchrotron Soleil au sud de Paris. Pour ce faire, un faisceau de rayons X est envoyé et focalisé sur un échantillon afin d'acquérir des projections à angle variable qui seront par la suite traitées via un algorithme pour obtenir des images en contraste de phase et d'absorption. Les échantillons mesurés se présentent sous la forme de cylindres découpés par laser femtopulsé. Ces cylindres ont une épaisseur de 70 microns pour un diamètre de 170 microns pour les mesures effectuées sur la ligne ID16B et 70 microns pour les mesures effectuées sur la ligne Anatomix. Les roches-mères de cette étude présentent 2 granulométries différentes. Les échantillons de Barnett Shell Play ont une matrice qui est fine, alors que l'échantillon de Montenay a une matrice qui est grenue. Les mesures de nanotomographie ont été effectuées à 2 énergies différentes, à 10 kV sur la ligne ID16B et à 17 kV sur la ligne Anatomix. Ces mesures ont permis d'acquérir de nombreux volumes, dont 7 ont été traités selon le protocole suivant. J'ai testé 3 méthodes de segmentation différentes, la méthode de De Risch, la méthode de maximum d'entropie et la méthode de seuillage visuel. L'idée est alors de déterminer la méthode qui permet de retranscrire le plus fidèlement et précisément les domaines organiques contenus dans les échantillons. Ces méthodes ne seront pas détaillées par la suite. Celle qui a été retenue est la méthode de seuillage visuel. Les images ont alors été segmentées afin d'obtenir des reconstructions en 3 dimensions des domaines organiques présents dans les échantillons. Les reconstructions ont par la suite fait l'objet d'une analyse topologique pour établir la connectivité. Et c'est ces 2 parties que nous allons détailler dans la suite de la présentation. En haut à gauche de la diapositive, vous pouvez voir le volume reconstruit des domaines organiques présents dans l'échantillon MT1. Ce qui est intéressant ici, c'est de comparer la fraction volumique de matière organique établie par nanotomographie à la fraction volumique de matière organique acquise par pyrolyse Roqueval. Pour cela, 2 échantillons vont être utilisés, l'échantillon BSP3 et l'échantillon MT1. Lors des mesures de nanotomographie, le volume sondé est inférieur au volume où l'on sait que la distribution des phases est homogène. Ceci justifie
que dans les échantillons, la fraction volumique de matière organique établie par nanotomographie est très éloignée de la fraction volumique établie par pyrolyse Roqueval. L'étude de ces volumes reconstruits met en évidence un effet de matrice. Dans les échantillons de Barnett-Shelley, qui ont une matrice fine, les domaines organiques semblent être de petite taille et vraisemblablement isolés. Dans l'échantillon de Montenay, qui a une matrice grenue, les domaines organiques ont une taille plus importante et semblent être connectés. Pour aller plus loin, j'ai effectué une analyse topologique de ces volumes. La topologie d'un volume dépend du genre de surface G. C'est un paramètre qui est non additif et qui désigne le nombre maximum de voies irréductibles et simples contenues dans une surface sans que celle-ci ne perde sa connectivité initiale. J'ai alors utilisé la caractéristique d'Euler-Poincaré, décrit par l'équation rouge en bas à gauche de la diapositive. C'est un paramètre qui est additif et invariant, qui va permettre de déterminer la connectivité d'un volume selon le genre de surface. Plus G est grand, plus le terme 1 moins G sera négatif. Dans le cadre de cette étude, la caractéristique de Euler-Poincaré décrira alors des domaines organiques connectés par des interfaces délimités par des interfaces multiconnectées. La caractéristique de Euler-Poincaré ne peut être utilisée pour comparer deux volumes d'échantillons entre eux. C'est pourquoi j'ai effectué une squelettisation des volumes, ce qui va permettre de conserver les contraintes topologiques tout en simplifiant le volume en un ensemble de points nommés vertex, dont la variable est alpha 0, connectés par des lignes nommées arêtes, dont la variable est alpha 1. La caractéristique de Euler-Poincaré peut alors être réexprimée selon l'équation bleue comme étant le nombre de vertex moins le nombre d'arêtes. Afin de comparer deux volumes différents entre eux, j'ai utilisé le nombre de connexions. C'est un paramètre qui est intensif, borné entre -1 et l'infini, pour lequel les valeurs supérieures à 0 permettent de soupçonner une percolation dans le système et donc la présence de domaines organiques connectés. Le nombre de connexions est décrit par l'équation noire en bas à droite de la diapositive comme étant moins n3, la caractéristique de Euler, divisé par alpha 0, le nombre de vertex. À partir des deux précédents volumes décrits, il est possible d'effectuer une analyse topologique à l'échelle globale, à l'échelle du volume entier, pour ces deux paramètres. Dans le cas de la caractéristique de Euler-Poincaré, j'ai calculé des valeurs nettement supérieures à 0 et extrêmement positives. Ceci signifie alors que les domaines organiques présents dans les échantillons sont déconnectés. Pour le paramètre CT, le nombre de connexions, dans le cas de l'échantillon BSP3, ce paramètre est négatif, ce qui confirme que les domaines organiques sont déconnectés et isolés les uns des autres. Dans le cas de l'échantillon MT1, la valeur de CT calculée est supérieure à 0, ce qui indique qu'il y a une percolation dans le système et qu'il y a des domaines organiques connectés. Dans le cas de cet échantillon, il est à noter qu'il y a un domaine de matière organique qui, à lui seul, représente les 3/4 de la matière organique mesurée dans l'échantillon. L'analyse topologique de ces volumes met en évidence que l'échantillon MT1 est propice au transport et à l'écoulement de fluide, car il est connecté à l'échelle globale. Il est important alors de se renseigner à l'échelle locale si ces domaines sont connectés. Dans le cas des deux échantillons et du paramètre N3, une valeur extrêmement négative est observée. Pour le paramètre CT, une valeur supérieure à 0 va être calculée, ce qui indique que les domaines organiques sont localement très connectés.
Ceci démontre alors que l'échantillon MT1 est propice au transport et à l'écoulement de fluide, que ce soit à l'échelle globale ou à l'échelle locale. Ceci laisse alors penser que le transport de gaz ou de fluide sera plus effectif dans cet échantillon que dans les échantillons de Barnett-Shelley. L'analyse des roches-mères par nanotomographie à partir d'un protocole détaillé et approprié est une première dans l'étude des roches-mères. Elle permet d'être capable de soupçonner très fortement des capacités de transport dans les échantillons à partir du lieu de leur provenance et de leur granulométrie. Elle permet aussi de sonder avec une résolution satisfaisante un volume d'échantillons plus important que dans les autres techniques d'imagerie. Pour aller plus loin dans cette étude, il apparaît nécessaire d'effectuer une analyse multitechnique basée sur les méthodes de tomographie afin d'accéder à un volume élémentaire représentatif. Après avoir décrit la distribution des domaines organiques des roches-mères, les échantillons ont été mesurés par diffusion aux petits angles afin d'obtenir des informations sur la porosité organique de ces domaines. Ces mesures ont permis d'analyser un espace poreux allant de quelques microns à quelques Ångström, comme illustré sur la figure en haut à droite de la diapositive. Au cours de cette étude, je me suis intéressé à la diffusion cohérente des roches-mères. Pour cela, un faisceau de rayons X ou de neutrons est envoyé sur l'échantillon et va interagir avec ce dernier, ce qui va produire un faisceau qui est directement transmis à travers l'échantillon et un faisceau diffusé. Le signal de diffusion est collecté à la surface d'un détecteur sous la forme d'un motif de diffusion. L'angle entre le faisceau transmis et le faisceau diffusé va permettre de déterminer un vecteur d'onde Q. Ce vecteur d'onde correspond à une sonde inverse de mesure dans l'espace de Fourier. Lors de ces expériences, deux types de rayonnement sont utilisés. Les neutrons, dont l'intensité diffusée est impactée par l'hydrogène contenu dans les échantillons, et les rayons X, qui sont sensibles aux atomes lourds, comme par exemple le fer contenu dans la pyrite. En haut à droite de la diapositive, vous pouvez voir une expression générale de l'intensité diffusée par un système de particules, tel que représenté sur la figure à gauche de la diapositive. Cette équation tient compte du nombre de particules diffusantes, n, de volume V, par unité de volume. Elle tient compte aussi du terme de contraste, delta rho carré, entre les particules diffusantes et leur environnement. Enfin, elle tient compte de paramètres structuraux qui sont le facteur de forme des particules diffusantes, P de Q, et le facteur de structure, S de Q. Dans le cas des roches-mères, il existe une adaptation de cette expression générale. Elle décrit l'intensité diffusée comme étant la différence au carré des densités de longueur de diffusion, communément appelée SLD, de chacune des phases présentes dans l'échantillon. Ce terme correspond alors au terme de contraste et il est pondéré par un modèle de particules diffusantes. Dans la littérature, deux SLD différentes sont identifiées. La SLD de la matrice solide, qui correspond à l'ensemble kérogène plus minéraux, et la SLD de l'espace poreux. Les auteurs utilisent alors cette équation afin d'effectuer une inversion mathématique en assumant des pores sphériques et dilués dans le système afin d'établir une distribution de taille des pores. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que cette équation n'est utilisable que dans un cas précis de l'étude des roches-mères. Les roches-mères sont composées de 3 phases distinctes. C'est pourquoi j'ai étudié les différentes densités de longueur de diffusion des phases présentes. La SLD est fonction du type de rayonnement utilisé et de son interaction avec les atomes constituant chaque phase.
Elle est décrite par l'équation rouge comme étant la proportion d'atomes N de type I et de longueur de diffusion BI contenus dans le volume d'une phase V. Dans le cas d'un mélange de composés, comme par exemple la phase minéralogique, la SLD peut être moyennée. Pour cela, il est nécessaire de considérer la SLD de chacune des phases du mélange et de la pondérer par la fraction volumique de ces phases. Les roches-mères sont donc composées de 3 phases distinctes, dont la première, la phase minéralogique, a une SLD, ρm, qui est homogène d'un point de vue de la diffusion de neutrons, car l'ensemble des SLD de la phase minéralogique est similaire. Dans le cas des rayons X, la SLD de la pyrite va être nettement supérieure à la SLD des autres minéraux. Ceci va alors donner lieu à un terme de contraste. La seconde phase, le kérogène, a une SLD, ρK, qui est homogène dans un échantillon, mais qui peut varier d'un échantillon à un autre en fonction du degré de maturité du kérogène. Il existe alors une corrélation entre la SLD du kérogène et la densité massique de ce dernier, sous la forme d'une régression linéaire pour les deux types de rayonnement. Il est à noter que la densité massique du kérogène est un marqueur du degré de maturité. Ainsi, lors d'expériences en diffusion de neutrons en petits angles sur des roches-mères composées d'un kérogène très mature, les densités de longueur de diffusion observées du kérogène et de la phase minérale seront similaires. C'est dans ce cas bien précis que l'équation de la littérature peut être utilisée pour décrire l'intensité diffusée par les roches-mères. Dans le cas de kérogène moins mature, un terme de contraste va apparaître. Il sera alors nécessaire de considérer une expression de l'intensité diffusée qui tient compte de plusieurs contrastes. La dernière phase observée dans les roches-mères correspond à l'espace poreux dont la densité, ρP, varie en fonction du fluide que contient cet espace. Pour approximer une valeur de SLD, 4 fluides modèles peuvent être utilisés: le toluène, le pentane, l'air et le méthane gazeux. Dans le cas de la diffusion de neutrons en petits angles, l'ensemble de ces fluides aura une densité de longueur de diffusion proche de 0. Dans le cas de la diffusion de rayons X, seule la phase gazeuse et les pores vides auront une densité de diffusion proche de 0. Pour les fluides condensés, comme le pentane et le toluène, la SLD sera nettement supérieure. L'étude des différentes SLD présentes dans les échantillons met alors en évidence la nécessité de développer un modèle basé sur plusieurs termes de contraste. C'est pourquoi, au cours de mes travaux de recherche, je me suis focalisé sur le développement de ce nouveau modèle. Pour cela, j'ai considéré les roches-mères comme la somme de 4 indicatrices: HM, les minéraux, HK, le kérogène, HP, les pores dans le kérogène, et HP', les pores dans les minéraux. L'ensemble de ces 4 indicatrices vaut 1, c'est-à-dire l'échantillon. Il est alors possible d'exprimer l'amplitude de diffusion de chacune de ces indicatrices à partir de l'équation suivante, où le terme ρI/HI peut être défini en fonction d'une phase d'intérêt arbitraire. Dans le cadre de cette étude, j'ai choisi comme phase d'intérêt le kérogène, ce qui va permettre d'obtenir des informations sur la porosité organique. Il est alors possible de réexprimer la somme des 4 indicatrices en fonction du terme de la phase d'intérêt. Ceci permet alors d'observer 3 termes de contraste différents: le contraste de la phase minéralogique, celui de la porosité organique et celui de la porosité minérale. Le terme ρK, lui, fait référence au contraste du kérogène avec lui-même. L'amplitude de diffusion peut alors être réécrite en fonction de la phase d'intérêt, après avoir appliqué une transformée de Fourier. Cette transformée de Fourier va permettre d'éliminer le terme exponentiel moins IQR, ainsi que le terme ρK, qui est un Dirac centré en Q égale 0. Une nouvelle expression de l'amplitude de diffusion est alors
obtenu et va être corrélé à l'intensité diffusée. En effet, l'intensité diffusée est égale à l'amplitude de diffusion fois sa forme discrète. Au cours de ce calcul, des termes croisés vont apparaître. Ces termes sont importants à petite valeur de Q. Or, comme l'objectif de ces travaux est d'analyser la porosité organique, qui a lieu à grande valeur de Q, ces termes vont être considérés négligeables dans la suite de la présentation. La relation permet alors d'obtenir une expression de l'intensité diffusée qui tient compte de plusieurs termes de contraste. Afin de tester ce modèle, j'ai effectué des mesures de diffusion de neutrons sur le spectromètre PAVIN du laboratoire Léon Briouin et des mesures de diffusion de rayons X sur le banc de diffusion de l'IFP Énergie Nouvelle. Ces mesures ont été effectuées avec deux tailles de faisceaux différents, un faisceau de 4 mm de côté en neutrons et un faisceau de 200 microns de côté en rayons X. Afin de sonder un volume d'échantillon similaire, les mesures de rayons X sont répétées dans l'échantillon à divers emplacements. Les échantillons analysés se présentent sous la forme de lames minces, coupées perpendiculairement au plan du litage. Cette préparation spécifique permet d'observer un signal anisotrope sur le motif de diffusion. Au cours d'une étude complémentaire à celle présentée aujourd'hui, l'anisotropie de diffusion a été corrélée à l'orientation préférentielle des minéraux lamellaires. Ceci a alors permis d'établir un paramètre d'ordre qui quantifie l'orientation des minéraux lamellaires et renseigne sur la structure des échantillons. Au cours de cette étude, il a été aussi observé qu'il était possible de minimiser l'intensité diffusée et l'impact des minéraux lamellaires sur cette intensité. Pour cela, deux secteurs angulaires sont considérés, un secteur centré à 0 degré et un second centré à 180 degrés. Ces secteurs possèdent un delta de plus ou moins 30 degrés et l'intégration radiale de ces secteurs va permettre d'obtenir les courbes d'intensité diffusée présentées à droite de la diapositive. Ces courbes d'intensité diffusée ont été normalisées en échelle absolue pour pouvoir comparer les neutrons et les rayons X entre eux. J'ai aussi effectué une soustraction d'un bruit de fond qui, dans le cas des rayons X, correspond à la fluorescence de la pierrite, et dans le cas de la diffusion de neutrons, à la diffusion incohérente de l'hydrogène contenu dans les roches-mères. À partir des courbes d'intensité diffusée et du modèle précédemment décrit, il est possible de détailler chaque contribution du modèle. La première contribution, encadrée en bleu, dépend du contraste entre minéraux et kérogène. Dans les échantillons, le kérogène est présent sous forme d'agrégats organiques allant de quelques millimètres à quelques nanomètres. Cette contribution va suivre un comportement selon une loi de puissance, AQ puissance moins alpha, où alpha va tendre vers 3. Ce comportement est apparenté à une distribution très polydisperse de taille d'objet dans les échantillons. La seconde contribution, encadrée en rouge, dépend du contraste entre les pores et les minéraux. À partir des observations effectuées en microscopie électronique à balayage, les pores observés dans les minéraux sont principalement des macropores et quelques mésopores sont identifiés dans des carbonates. Cette contribution va alors suivre un comportement de porode selon une loi de puissance AQ puissance moins 4. L'intensité diffusée par ces objets sera importante à petite valeur de Q et va décroître rapidement vers les grandes valeurs de Q. Comme l'objet de cette étude est d'analyser la porosité organique, toutes les recherches ont été effectuées à grande valeur de Q. C'est pourquoi ces deux contributions vont être considérées négligeables car elles prédominent à petite valeur de Q. La troisième contribution, encadrée en vert, dépend du contraste entre les pores et le kérogène. Dans la littérature,
la distribution de taille des pores est considérée comme une distribution piquée. Le modèle de particules diffusantes que j'ai choisi correspond à une densité de pores N de volume V de R occupée par des pores de taille R et de facteurs de forme PQ de R. Le facteur de forme que j'ai choisi dans cette étude est un facteur de forme sphérique. Le modèle de particules diffusantes va suivre une distribution normalisée en taille d'objet que j'ai choisie comme étant une distribution log normale. À partir de la description des courbes d'intensité diffusées, le modèle proposé peut être réexprimé en fonction des contributions majoritaires. Il s'agit de la loi de puissance, AQ puissance moins alpha, et de la distribution normalisée de taille de sphère. Les préfacteurs, grand A et grand N, peuvent être remplacés afin de dissocier le terme de contraste et le nombre d'objets diffusants dans chaque contribution. J'ai alors modélisé les données expérimentales à partir de ce modèle afin d'extraire les paramètres communs aux deux techniques utilisées. Il s'agit du paramètre alpha qui décrit la décroissance de la loi de puissance et le paramètre mu qui renseigne sur la taille moyenne des rayons des pores. Ensuite, j'ai utilisé les préfacteurs grand A et grand N pour exploiter la complémentarité entre les deux techniques de diffusion. Pour cela, des rapports de contraste sont mis en évidence et vont permettre d'établir des propriétés pétrophysiques sur la porosité organique. À l'issue des modélisations, seule la taille moyenne des rayons des pores est connue. L'utilisation du rapport des préfacteurs grand A, couplé à la corrélation entre la SLD de l'espace du kérogène et sa densité massique, va permettre par substitution d'obtenir une équation simple à une inconnue qui va permettre d'établir la densité massique du kérogène dans les échantillons. Connaissant la densité massique du kérogène, il est alors possible de déterminer la densité de longueur de diffusion du kérogène en fonction du rayonnement utilisé. Le rapport des préfacteurs grand N, couplé aux densités de longueur de diffusion du kérogène ainsi que de l'espace poreux en neutrons, vont permettre d'obtenir une équation à une inconnue qui sera utilisée par la suite pour établir la densité de longueur de diffusion de l'espace poreux en rayons X. Connaissant l'ensemble des densités de longueur de diffusion présentes dans l'échantillon, il est alors possible d'établir le nombre de pores. Le nombre de pores associé à la taille moyenne des rayons des pores va permettre d'estimer la fraction volumique de pores organiques contenus dans les échantillons. Le modèle proposé dans cette étude, basé sur plusieurs termes de contraste, est une première description dans le cas des roches-mères. Son utilisation, couplée à la complémentarité des techniques et à la modélisation des données, va permettre d'accéder à un nombre conséquent de paramètres clés dans l'étude des roches-mères. Tout d'abord, le degré de maturité du kérogène en place. Dans les échantillons de Barnett-Shelley qui sont matures, une valeur de densité massique d'environ 1,6 g par centimètre cube a été déterminée. Dans le cas de l'échantillon MT1, qui est très mature, une densité de 1,75 g par centimètre cube a été calculée. Il est alors observé une augmentation de la densité qui est fonction de l'augmentation du degré de maturité. Les valeurs calculées, dans le cas des techniques de diffusion, sont légèrement supérieures aux valeurs retrouvées dans la littérature, d'environ 0,2 g par centimètre cube. Ceci peut être expliqué par le fait que les mesures de diffusion permettent d'estimer la densité massique du kérogène en place. Dans le cas de la littérature, les valeurs de densité massique sont généralement acquises après avoir effectué une extraction du kérogène par attaque acide. Pour ce qui est de la taille des pores présents dans les échantillons de Barnett-Shelley possèdent
une distribution de taille des pores comprise entre 0,5 et 0,7 nanomètres. Dans le cas de l'échantillon de Montenay, une distribution bimodale est observée avec un mode centré à 0,5 nanomètres et un second mode à 3,5 nanomètres. Il est alors observé une augmentation de la taille des pores, représentée par le second mode de l'échantillon de Montenay, associée à l'augmentation du degré de maturité, et à l'apparition aussi d'un nouveau système poreux à la suite de la maturation du kérogène. Dans le cas des échantillons de Barnett-Shelley, les valeurs calculées de taille de pore sont similaires à celles présentées dans la littérature. Pour ce qui est de la fraction volumique de pores organiques, les échantillons de Barnett-Shelley possèdent une matière organique dont sa structure est composée à hauteur de 30 à 50% d'espace poreux. Dans le cas de l'échantillon de Montenay, cette valeur atteint 62%. Ceci montre alors que l'augmentation du degré de maturité favorise la genèse d'espaces poreux. Enfin, pour ce qui est de la nature du fluide remplissant l'espace poreux, dans le cas des échantillons de Barnett-Shelley, une SLD de l'espace poreux en rayons X est calculée et comprise entre 4,3 et 5,1. Ceci permet alors de définir l'espace poreux comme étant rempli soit par un fluide dont la densité de longueur de diffusion est proche du propane, environ 4,8, ou soit l'espace poreux est rempli par un mélange de composés, d'hydrocarbures lourds et de pores vides. Dans le cas de l'échantillon de Montenay, la valeur de SLD calculée est proche de 0. Ceci signifie alors que la porosité est vide et ces valeurs sont cohérentes avec les mesures de pyrolyse-Roqueval pour lesquelles la quantité d'hydrocarbures libres présente dans l'échantillon est nulle. Pour aller plus loin dans le développement des techniques de diffusion, il pourrait être envisagé d'estimer la fraction volumique de pores accessibles à un fluide donné. Pour cela, il serait nécessaire d'utiliser un échantillon initial, tel que présenté dans cette étude, et d'y effectuer une extraction par solvant afin de retirer une partie des hydrocarbures présents dans l'échantillon. Ceci informerait alors sur la porosité totale qui est accessible. Par la suite, il serait possible d'injecter un fluide de densité de longueur de diffusion connue pour établir la porosité accessible au fluide choisi. Pour conclure, l'analyse des roches-mères par nanotomographie à partir d'un protocole détaillé est une première dans l'étude des roches-mères. Elle permet d'être capable de soupçonner très fortement des capacités de transport dans les échantillons. Elle permet aussi de sonder un volume d'échantillons nettement supérieur au volume sondé par les autres techniques d'imagerie. Dans le cas de la diffusion, l'utilisation d'un modèle basé sur plusieurs termes de contraste n'a jamais été décrit auparavant dans la littérature sur les roches-mères. Ce modèle met en évidence que de nombreux paramètres peuvent être obtenus par le couplage des techniques de diffusion. Cette méthode de couplage étant très peu utilisée dans l'étude des roches-mères, du fait de la sensibilité des rayons X à la pyrite. Ce modèle d'équation ouvre alors de nouvelles perspectives vers l'étude de la porosité accessible à un fluide, ce qui permettra dans le futur de comparer les résultats obtenus en diffusion avec ceux de méthodes plus conventionnelles, comme par exemple l'absorption de diazote ou de dioxyde de carbone. Une des voies d'exploration pour approfondir cette perspective serait d'effectuer des extractions par solvant organique des hydrocarbures présents dans l'espace poreux. Au cours de mes travaux de recherche, j'ai développé un protocole qui permet de faire varier la quantité et la composition du fluide dans l'espace poreux. J'ai effectué des mesures de diffusion sur ces échantillons. Cependant, aucune variation significative n'a été observée. Ceci pose alors la question de l'accessibilité du fluide à l'espace poreux mesuré
et renvoie aux observations de nanotomographie dans lesquelles des domaines organiques très connectés sont pourtant isolés les uns des autres. La seconde voie d'exploration serait d'utiliser un dispositif expérimental qui permettrait d'injecter un fluide de densité de longueur de diffusion connue dans l'espace poreux des roches-mères. Cet espace devrait être au préalable vidé de tout hydrocarbure et l'injection du fluide permettrait de déterminer les sites d'absorption préférentiels du fluide utilisé. Au cours de mes travaux de thèse, j'ai initié et participé au développement et à la conception d'un tel dispositif. J'ai testé ce dispositif sur le spectromètre Pavin du laboratoire Léon Bréhuin. Cependant, la diffusion des hublots en quartz permettant la mesure de l'échantillon dans la cellule était trop importante à grande valeur de Q, ce qui a altéré les mesures. Une des voies d'amélioration serait alors de remplacer les hublots en quartz par un matériau moins diffusant, comme par exemple le saphir. Je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier l'ensemble de mes collaborateurs, mes encadrants pour leur soutien tout au long de mes 3 années de thèse, ainsi que mes amis et mes proches. Merci.